Bonsoir à tous. Je voudrais bien avant de commencer ma conférence dire merci au comité d'organisation qui a bien voulu me confier cette conférence. Alors, dépression et VIH du sud au nord. La conférence va s'articuler autour du plan suivant. Après une introduction, nous allons parler de la comorbidité, les facteurs de vulnérabilité dépressive, la problématique de la prise en charge et les difficultés des équipes de recherche dans notre contexte d'exercice. L'infection à VIH a un fort retentissement psychologique. La symptomatologie observée correspond à ce que l'on connaît habituellement. On a souvent une angoisse, une dépression, des tentatives de suicide et des décompensations délirantes. Du point de vue de la comorbidité psychologique, nous prendrons le cas de la dépression. Chez les patients séropositifs, dans diverses études, la prévalence d'un état dépressif varie en moyenne entre 11 et 42% en Occident. Une étude récente reprend les données d'une vingtaine de publications. La prévalence est estimée à 42% en moyenne. On estime qu'elle est 2 fois supérieure à celle retrouvée dans la population générale. D'autres études menées dans d'autres pays retrouvent des taux de 66% en Chine, 34% au Portugal, et 56% en Inde et 53,5% au Brésil. En Afrique subsaharienne, les informations sont encore disparates et parfois inexistantes dans certains pays. En 2012, une étude américaine au Cameroun sur 400 patients sous antirétroviraux indiquait que un patient sur 5 présentait les critères de dépression majeure. 7% des patients avaient déjà souffert d'une dépression majeure l'année précédente et 33% des patients avaient parlé de dépression à leurs soignants. En Côte d'Ivoire, en 2012, une étude sur 124 patients sous antirétroviraux indiquait que 9% d'entre eux présentaient une dépression. On voit bien là que les chiffres, les prévalences varient dans les différentes études. Ces différences sont la plupart du temps dues au type d'étude et aux patients et la plupart du temps aux échelles utilisées pour détecter la dépression. Alors, disons un mot de la sémiologie de la dépression. En nous appuyant sur le DSM-4, le DSM-4 indique qu'il faut au moins 5 symptômes parmi les symptômes suivants que je vais lister. Il faut que les 5 symptômes soient présents au moins pendant 2 semaines et qu'ils aient entraîné un changement par rapport au fonctionnement antérieur avec obligatoirement les 2 premiers critères qui sont l'humeur dépressive, la diminution marquée de l'intérêt ou du plaisir de la sexualité, la perte ou le gain de poids significatif à l'absence d'un régime, l'insomnie ou l'hypersomnie. Toujours au niveau des signes, on peut avoir une agitation ou un ralentissement psychomoteur, une fatigue ou une perte d'énergie, un sentiment de dévalorisation ou de culpabilité excessive ou inappropriée, une diminution de l'aptitude à penser ou à se concentrer ou une indécision, des pensées de mort récurrentes, les idées de suicide récurrentes ou des tentatives de suicide. Il faut dire qu'en regardant tous ces symptômes, on se rend compte qu'on les rencontre au cours des pathologies somatiques, ce qui pose un problème de diagnostic différentiel la plupart du temps. Alors, ces symptômes ne doivent pas répondre aux critères d'épisode mixte. Ils doivent induire une souffrance cliniquement significative ou une altération du fonctionnement social. Ils ne doivent pas être imputables aux effets physiologiques directs d'une puissance et ils ne doivent pas être expliqués par un deuil. Donc, revenons sur la question du diagnostic différentiel. Nous voyons bien que ces symptômes peuvent être rencontrés dans d'autres pathologies, ce qui amène le praticien à bien évaluer ces symptômes au cours de l'entretien. Il faut bien évaluer ces symptômes pour pouvoir identifier très tôt la dépression. Parce que la dépression est parmi les affections psychiatriques, est une pathologie fréquente. Mais la plupart du temps, c'est des souffrances errantes
Parce qu'avec tous ces symptômes somatiques, les praticiens ont tendance à les attribuer à d'autres pathologies. Il faut savoir reconnaître la dépression très tôt. Parce que dans 70% des cas, lorsqu'elle est reconnue et qu'elle est traitée, on a de bons résultats thérapeutiques. L'expression clinique de la dépression chez l'Africain, c'est essentiellement les signes somatiques qui prédominent. Donc, pour les praticiens qui sont en Occident, si vous avez des Africains, faites une lecture des signes somatiques qu'ils vont présenter. La plupart du temps, c'est a posteriori, après plusieurs investigations qui s'avèrent négatives, après des traitements appropriés face à ces plaintes somatiques, lorsqu'on donne un traitement antidépresseur, au bout de 2 à 3 semaines, que ces signes s'amendent. Parce que ces signes sont sans topographie. Les plaintes exprimées par le patient ne correspondent pas à la topographie des lésions quand on applique une démarche médicale. Donc, ayez à l'esprit que vous n'aurez pas l'humeur dépressive, ni forcément le ralentissement psychomoteur, mais il y a une place à faire aux plaintes somatiques dans le cas des sujets africains. Ce qui nous invite, nous les praticiens et les chercheurs dans nos pays, à présenter nos recherches par rapport à notre psychopathologie, tant dans la dépression que même dans les pathologies délirantes et même dans la prescription des médicaments. Parce qu'on constate que quand on prescrit les antipsychotiques, les doses indiquées pour vos populations ne sont pas les doses que l'on utilise chez nous. Nous avons des doses plus faibles et on a des résultats. Alors, les facteurs de vulnérabilité dépressive. La perception négative du VIH dans le milieu noir africain. Le VIH est perçu comme une maladie sans réponse. C'est une sanction de Dieu, des génies, des ancêtres, parce qu'il y a eu la transgression d'interdits familiaux ou sociaux. Parce que c'est l'agression d'un tiers. C'est souvent attribué à la sorcellerie. C'est un sort qu'on vous a jeté. C'est la conséquence, parfois pour certains, leur conception, c'est une mauvaise sexualité. C'est aussi un frein à la sexualité dans les couples sérodifférents. C'est aussi un frein à la procréation. Enfin, il y a la stigmatisation sociale. Il y a les sensations vécues ou redoutées du rejet et de l'exclusion. Il y a les séparations et les deuils successifs pour le sujet. Il y a l'isolement affectif et social. Il y a les difficultés matérielles. La problématique de la prise en charge. Il faut dire que face à l'intensité de la souffrance psychique, le suicide va apparaître comme la source de délivrance. L'absence du désir de vivre peut conduire à des conduites à risque. Le manque d'énergie va entraîner le désinvestissement des tâches de la vie quotidienne. La personne n'est plus apte à assumer les tâches de la vie quotidienne et même à travailler. Il y a le désinvestissement des liens affectifs. Il y a la perturbation de la dynamique de communication dans les couples et la dynamique de communication entre parents et enfants. La personne a également la perte du sens de se soigner et de prendre soin d'elle, ce qui a comme conséquence des difficultés d'adhésion au traitement, une mauvaise observance, un abandon des structures de soins. Alors, toujours au niveau de la problématique, nous avons une insuffisance de l'insertion de la santé mentale dans les unités de prise en charge. Les personnes vivant avec le VIH en Afrique subsaharienne. Nous n'avons pas assez de psychologues, nous n'avons pas assez de psychiatres, ni de travailleurs sociaux dans ces structures, ce qui fait que nous avons la plupart du temps des souffrances errantes. Nous n'avons pas assez de psychiatres. Pourquoi? Parce que déjà, il y a la perception de la maladie mentale. Il y a la perception, il y a aussi la perception du praticien. Quand vous êtes psychiatre dans notre contexte d'exercice, on dit que vous n'êtes pas équilibré sur le point de vue psychologique. Oui, ça se dit. Deuxièmement, quand vous décidez de faire la psychiatrie, mes collègues ivoiriens sont là, on vous dit que c'est gaspiller votre intelligence. Non seulement vous n'êtes pas équilibré, mais il y a une idée qui se véhicule. Si vous pratiquez cet art, si vous-même vous n'êtes pas équilibré, vos descendants présenteront un trouble mental. De ce fait, la maladie mentale même est mal perçue, le praticien est mal perçu. Il ne peut pas avoir de vocation. Il y a la censure sociale des travailleurs du sexe et des homosexuels, ce qui fait que pour cette population, il y a des difficultés par rapport à leur prise en charge dans les structures médico-psychologiques, dans les structures hospitalières.
L'insuffisance des données scientifiques est généralement due aux perdus de vue et aux situations décrites constitue un frein pour la recherche. Mais par rapport aux perdus de vue, je vais peut-être vous expliquer un peu. Les perdus de vue, il ne faut pas seulement voir que le patient ne vient pas. Nous, en tant que praticiens, quelle réponse on donne? Est-ce que nous évaluons les besoins psychosociaux de ces souffrances? La plupart du temps, on se contente de renouveler les ordonnances, de faire des investigations et c'est tout. Alors que dans notre contexte d'exercice, n'oublions pas qu'en face, nous avons les tradithérapeutes, nous avons des guérisseurs qui fournissent des modèles d'explication de la maladie qui sont compatibles avec la conception du patient. Donc, pour ces souffrances, ils nous prennent comme des administrateurs de substances chimiques actives, alors que de l'autre côté, ils ont non seulement des paroles actives, des substances actives, des objets actifs à travers des amulettes. Nous devons revoir notre manière de fonctionner. Le perdu de vue qu'on ne voit pas, ce n'est pas seulement du fait qu'il est décédé. Il y a aussi le fait que nous ne nous fournissons pas de réponses adaptées à travers l'évaluation de ses besoins psychosociaux. Voici, dans notre contexte d'exercice, ce qui doit être fait. Donc, nous travaillons dans ce sens. À la faculté, en tant que membre du comité de réforme pédagogique, la relation médicale, le programme de psychologie médicale, nous avons pu faire un plaidoyer pour augmenter le nombre d'heures. Nous sommes passés à 27 heures, je crois, alors qu'avant, on avait une dizaine d'heures. De sorte que la relation médicale soit bien enseignée et que toutes ces préoccupations soient prises en compte. Alors, les difficultés des équipes de recherche, nous avons des difficultés au niveau des ressources humaines, les appuis financiers pour les projets de recherche, la valorisation de nos recherches dans notre contexte n'est pas prise en compte et nous avons peu de canaux de diffusion pour nos productions scientifiques. Alors, en conclusion, l'association fréquente VIH et dépression doit amener le praticien à diagnostiquer tôt la dépression à travers un échange, un repérage méthodique et minutieux des symptômes. Cette approche doit prendre en compte la culture du patient. Merci pour votre attention. Merci beaucoup Jean-Marie. Je vais appeler tout de suite Christine Cafando et puis ensuite on pourra prendre des questions pour vos deux interventions qui portaient sur la dépression. Alors Christine est fondatrice de l'association Espoir pour demain. Elle est aussi la première femme séropositive à avoir témoigné à visage découvert dans son pays, le Burkina Faso. Cette femme burkinabé a survécu, elle a pu avoir accès au traitement et non seulement aujourd'hui elle est vivante, on le voit bien, mais elle a aussi décidé de se battre et d'agir pour la génération suivante. Donc merci beaucoup Christine de nous avoir rejoints. Son intervention portera sur femmes africaines,